Dans cette vidéo, on va étudier le pendule pesant. Donc on utilisera le théorème du moment cinétique comme demandé dans le programme. Alors, l'idée du pendule pesant, c'est qu'on a donc un axe, donc je prends ici donc horizontal, ce sera l'axe Z ici, dirigé vers nous, autour duquel va pouvoir tourner, et ce sera le seul mouvement possible du solide, va pouvoir tourner un solide de forme quelconque, dont le barycentre, on suppose que le barycentre n'est pas évidemment au niveau du point haut, donc j'ai le barycentre qui est par exemple ici. Donc je m'intéresse à ce solide qui va pouvoir tourner avec une liaison pivot autour du point de l'axe OZ. Donc une liaison pivot supposée parfaite d'axe OZ. Donc le seul mouvement possible pour le solide, c'est une rotation autour de OZ, sans translation, juste une rotation. Et au niveau de l'action de liaison, alors en fait, si on regarde la façon dont est faite la liaison, vous avez, ça c'est donc le solide qui tourne autour de l'axe, ici. Et en fait, on constate qu'au niveau des actions, donc en chaque point, il y a une action de l'un sur l'autre. Et s'il n'y a pas de frottement, toutes ces actions vont être dirigées normalement et donc vont toutes passer par le centre, qui est justement ici le point haut, vont toutes passer par le centre haut ici. Donc si on s'intéresse, donc si pas de frottement, on voit que la résultante de toutes ces actions va passer par le point haut. Et donc quand vous faites le moment de l'action globale de liaison par rapport à l'axe OZ, ça va faire 0. Donc ça c'est pivot parfait. Le moment des actions de liaison par rapport à l'axe vaut 0. Donc on montre aussi donc que le travail de ces actions vaut 0 également. Alors du coup, je vais appeler donc J le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe OZ. Je vais appeler OG la distance, OG je vais l'appeler petit d. Donc ici on voit que le mouvement, puisqu'il n'y a qu'une rotation, est déterminé uniquement par la valeur d'un seul paramètre. Donc je vais définir ce paramètre comme étant l'angle θ qui est ici, qui dépend du temps. Donc c'est déterminé complètement par θ de t, c'est-à-dire que c'est un système à 1 degré de liberté. Alors le θ de t, choisissez-le bien pour que ce soit cohérent, que vous n'ayez pas de problème de signe, c'est-à-dire on définit toujours par rapport à un axe fixe, j'ai pris l'axe X ici, vers donc ici OG, qui permet de paramétrer le mouvement, et il faut que le choix de l'angle, du sens de l'angle θ, soit défini par l'orientation de l'axe UZ, donc ici tel qu'on l'a défini, ça fait un sens qui est dirigé suivant plus UZ. Donc, une fois qu'on a défini ça, on va pouvoir donc écrire notre théorème de moment cinétique. Donc, on va se placer dans le référentiel galiléen du laboratoire. On prend comme système le solide. On envisage les actions extérieures et on s'intéressera à leur moment. Donc, il y a l'action de la liaison, due à la liaison, pivot. Le moment par rapport à notre axe vaut 0, on l'a dit précédemment, si on néglige les frottements. Ensuite, on a le poids. Donc le poids, c'est une force qui est dirigée comme ceci. Donc je vais travailler avec le bras de levier, je fais le support de la force et je vois du coup mon bras de levier, il est ici. Donc si je retrouve l'angle θ là, je vois qu'en fait, c'est OG sinus θ, c'est-à-dire... Donc, quand j'écris le moment du poids par rapport à l'axe OZ, ça s'écrit mg. Donc ça, c'est la norme de la force, fois le bras de levier, c'est-à-dire d sinus θ. Ça, c'est le bras de levier. Et donc, multiplié par un signe. Alors là, je vois que le poids, il a tendance à refaire aller le solide vers la position verticale en bas.
c'est-à-dire à faire tourner dans le sens, à diminuer θ, hein, donc à faire tourner par rapport à l'axe OZ dans le mauvais sens, puisque le sens positif est le sens trigonométrique ici. Donc ça veut dire que c'est un moment résistant, donc je vais mettre un moins ici. Donc on a exprimé le moment de cette force, et donc on écrit notre théorème du moment cinétique par rapport à l'axe OZ qui est fixe dans le référentiel envisagé. Et donc ça va s'écrire L par rapport au Z sur dt, qui va donc valoir J θ seconde, hein, puisque le moment cinétique c'est toujours J oméga, donc J θ point. Et c'est égal à moins mgd sinus θ, puisqu'il n'y a que ça comme moment qui est non nul. Et donc je trouve mon équation différentielle plus mgd sur J sinus θ égale 0. En posant ce terme-là égal à oméga 0 carré, je retrouve exactement le même type d'équation que pour le pendule simple, avec bien sûr un oméga 0 différent. Donc, on va avoir exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire que si θ reste petit, une amplitude faible, reste petit, on pourra avoir sinus θ qui est proche de θ, et dans ce cas-là, on trouve un oscillateur harmonique, avec un θ de t qui va valoir θ0 cosinus oméga 0t plus phi0, θ0 et phi0 déterminés par les conditions initiales. On aura toujours la notion d'isochronisme, c'est-à-dire que la période des oscillations, le t0 qui vaut 2π sur oméga 0, est indépendant de l'amplitude des oscillations. Donc ça, c'est tant que θ reste petit. Donc si θ ne reste pas petit, on peut faire le même genre d'étude que pour le pendule simple. Donc ici, on demandait dans le programme, après, donc dans le cas général, hein, on demandait de trouver l'intégrale première du mouvement. Donc toujours pareil, cette intégrale première, en fait, on aurait pu l'obtenir en écrivant le théorème de l'énergie. On va retrouver, bien sûr, du coup. Donc là, si on veut le retrouver à partir de l'équation différentielle, on reprend l'équation différentielle, jθ seconde plus mgd sinus θ égale 0, et on la multiplie, et après on intègre par rapport au temps. Donc on va avoir jθ point θ seconde plus mgd sinus θ θ point égale 0. On intègre par rapport à t. On va donc trouver du 1/2 de j θ point carré moins mgd cos θ égale une constante. Et on se rend compte qu'un demi de jθ point carré, c'est un demi de j oméga 2, c'est l'énergie cinétique. Et en fait, moins mgd cos θ, on aurait pu l'exprimer, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Et donc cette constante, en fait, c'est l'énergie mécanique, effectivement, puisqu'il n'y a pas de force non conservative qui va travailler. Donc on retrouve la même idée que pour le pendule de torsion, avec le théorème de l'énergie mécanique. Alors, si on veut tracer l'énergie potentielle en fonction de θ, donc on voit que on a différentes valeurs. Donc là, on va faire pi, 2π, pi sur 2, et puis pareil ici, je vais aller jusqu'à moins pi. Donc, on a des valeurs particulières. Donc, l'amplitude, ça va être donc, hein, si j'écris EP, EP, c'est donc moins mgd cos θ. Donc, on voit qu'elle a une amplitude de mgd. Donc, la valeur maximale, ce sera plus mgd. Et la valeur minimale, ce sera moins mgd. La valeur minimale est atteinte en θ égale 0, donc ici. Et la valeur maximale quand θ vaut pi, c'est-à-dire ici. Pi, 2π, etc. Donc du coup, on va avoir, bien sûr ici on passe par 0, donc après c'est sinusoïdal, hein, donc on va arriver là, voilà, et puis pareil ici, on passe par 0, ici, voilà, etc. Donc voilà le tracé de l'énergie potentielle. On constate bien sûr qu'ici on a un minimum local, donc on a une position d'équilibre. Ici, pareil, un maximum local, une position d'équilibre. On a dit maximum, ça va être une position d'équilibre instable.
minimum, c'est une position d'équilibre stable. Donc effectivement, un θ égale pi, ça correspond au cas où le barycentre est au-dessus. Θ égale pi, ça correspond au cas où le barycentre G est au-dessus du point O. Et donc dès qu'on s'écarte un petit peu, évidemment, le poids va avoir tendance à faire tomber, à faire tourner le solide autour de l'axe OZ. Donc si on le décale un tout petit peu, déplacement par rapport à la position d'équilibre, le G devient légèrement ici, le point O est toujours là, le poids, on voit bien que son action, ça va être de faire tourner autour de l'axe OZ. Alors qu'ici, dans le cas de la position d'équilibre stable, cette fois-ci, c'est O qui est ici et G qui est en bas avec le poids qui est vers le bas. Donc, position d'équilibre stable. Alors, différents cas pour les mouvements. Donc, si on suppose que si EM égale EM0 que je vais appeler 1. Donc, supposons que les conditions soient telles que l'énergie mécanique est constante et que cette énergie mécanique soit en valeur absolue inférieure à MGD. Donc, ici, par exemple, là, ça c'est EM01. On sait que comme EM c'est EC plus EP et que EC est positif ou nul, on sait que EP est toujours inférieur ou égal à EM, donc inférieur ou égal à EM01. Donc, on sait qu'on ne peut atteindre que les points qui sont en dessous dans cette courbe de EM01. Donc, exemple, si au départ, on était entre moins pi sur 2 et pi sur 2, par exemple ici, on sait qu'on ne va pouvoir atteindre que ces positions-là. Et donc, on va avoir un mouvement qui va être borné, qui va être périodique, pour lequel on atteint les points A ici et B, qui sont les positions extrémales, avec des vitesses nulles, puisque EP est égal à EM, donc EC vaut 0. Donc en A et B, la vitesse vaut 0, et c'est les amplitudes donc maximales. Et on atteint la position d'équilibre, évidemment, là c'est le plus grand écart entre EM et EP, donc on a une vitesse maximale on va appeler ce point là C, en C, donc à la position d'équilibre. Donc on reste dans le puits de potentiel. Si maintenant, deuxième cas, si EM est égal à une autre valeur EM02, voici en valeur absolue est supérieure à MGD, donc exemple je la mets là, EM02. Là on voit qu'en fait on va pouvoir, toutes les valeurs de θ sont possibles, elles vont toutes pouvoir être atteintes, et donc on a ce qu'on appelle un état de diffusion. On peut sortir du puits, et donc on va avoir un mouvement de révolution. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mouvement d'oscillation, on va avoir un mouvement de révolution, pas autour de l'axe OZ. Le solide, il va passer son temps à tourner autour de OZ en faisant des tours. Sa vitesse ne s'annule jamais si EM02 est strictement supérieur à MGD. Donc il tourne en permanence. Alors, on va finir sur le portrait de phase. Donc, portrait de phase. Donc, c'est toujours pareil, c'est θ point en fonction de θ, éventuellement avec des coefficients, si c'est plus simple. Donc, ici, on va repartir de l'expression avec θ point carré qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, je vais réécrire θ point carré. On avait trouvé l'expression quand on avait, donc on part avec l'intégrale première du mouvement, cette expression-là. Donc, cette expression-là, qu'on peut obtenir soit donc en ayant intégré l'équation du second ordre, soit directement avec le théorème de l'énergie mécanique. Donc, de cette équation, je vais tirer θ point carré. Θ point carré, ça va être donc 2mgd sur j cos θ plus 2m sur j, 2em sur j. Ce terme-là, c'est oméga 0 carré. Donc, je vois que j'ai θ point oméga 0, donc je divise par oméga 0 carré, et après je prends la racine,
qui est égal à plus ou moins sin de 2 cos θ plus 2 EM sur J oméga 0 carré. Donc du coup, je vais tracer non pas θ point en fonction de θ, mais θ point sur oméga 0 en fonction de θ. Donc on trace θ point sur oméga 0 en fonction de θ. Donc pour plusieurs valeurs d'énergie mécanique, hein, pour plusieurs valeurs de EM. Pour un mouvement donné, on a une valeur d'énergie mécanique, puisqu'on dit qu'elle était constante. Donc, à chaque valeur de un mouvement particulier que vous étudiez, ça correspond à une énergie mécanique donnée, donc à une des courbes que je vais vous montrer maintenant. Donc, les courbes, vous n'avez pas ici à savoir les tracer, mais à savoir les étudier. Donc, on va prendre les courbes en question. Donc ici, voici la forme des courbes de θ point sur oméga 0 en fonction de θ. Donc on voit qu'il y a plusieurs formes de courbes possibles. Alors il y a les courbes qui sont fermées et les courbes qui ne sont pas fermées. Donc on va commencer par s'intéresser au genre de courbe qui est ici, hein, cette courbe-là ou cette courbe-là que je fais en bleu. Donc chaque courbe correspond à une valeur d'énergie mécanique, donc à un type à une condition initiale donnée. Donc les courbes en bleu correspondent à donc des énergies qui sont assez faibles. On va avoir donc, on voit que c'est un mouvement périodique, hein, puisqu'à chaque fois c'est une courbe fermée, donc c'est un mouvement périodique. Ici, on va avoir un va-et-vient entre donc des oscillations entre la pulsation minimale qui est ici, l'angle minimal pardon, qui est ici, moins θm, et l'angle maximal ici, plus θm. Donc entre moins θm et plus θm qui sont déterminés donc par les deux valeurs extrêmes ici. Ces positions elles sont atteintes bien sûr quand θ point vaut 0, on est sur l'axe hein, horizontal. Donc en ces deux positions-là, on a une vitesse qui est nulle. Hein. Et en revanche, la vitesse est maximale quand on passe par θ égale 0, position d'équilibre. Donc c'est ce qu'on avait dit précédemment. V égale 0 quand V max, pardon, quand θ égale 0. V max en valeur absolue quand θ égale 0. Donc on voit que quand l'amplitude est très faible, amplitude faible, les courbes ce sont des cercles ou des ellipses. Et on voit hein, que quand l'amplitude et donc l'énergie est un petit peu plus grande, on voit que les courbes restent dans un premier temps donc des courbes fermées avec des oscillations, mais ça se déforme, hein, donc amplitude plus grande, les courbes se déforment, mais elles restent fermées. Donc après, quand l'amplitude devient, quand l'énergie donc devient beaucoup plus grande, on va le faire d'une autre couleur, quand l'énergie devient plus grande, dans ce cas-là, on peut atteindre ce genre de courbe ici. Cette fois-ci ne sont plus fermées, qui correspondent donc à des... on voit bien que θ peut prendre toutes les valeurs possibles. Donc ici, on a des successions de tours complets, hein, donc des révolutions. θ est non borné. On voit qu'on peut prendre toutes les valeurs possibles de θ. θ non borné. Donc évidemment, les tours sont toujours dans le même sens. Hein. Donc θ par exemple ne fait qu'augmenter. On a θ point donc, qui est lié à la vitesse. Plus θ point est grand, plus la vitesse est grande. Donc on voit qu'effectivement la vitesse est plus grande et maximale à l'endroit le plus bas. Et la vitesse est minimale quand j'ai atteint le point le plus haut. Hein, donc effectivement, le point G, si on regarde sa trajectoire autour de O, le point G va avoir un mouvement ici, circulaire, puisqu'il est toujours à la même distance de O. Et on voit que quand il passe par ce point-là, il va avoir la vitesse la plus grande. Et
quand il passe par là-haut, il va avoir la vitesse la plus petite. La valeur de la vitesse dépendant bien sûr de l'énergie qu'on a donnée au départ. Donc la transition entre les deux types de mouvements, elle se fait pour une valeur qui dépend de l'énergie mécanique. Quand l'énergie mécanique en valeur absolue devient supérieure à mgd, puisqu'on avait vu ici que c'était le cas dans l'exemple, dans le tracé ici. On a vu qu'on passait d'un cas violet au cas rouge quand on avait EM qui devenait supérieur à la valeur maximale d'énergie potentielle, c'est-à-dire à mgd. Donc voilà, on passe de l'un à l'autre quand EM devient supérieur en valeur absolue à mgd.